Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride, avec son partenaire Veritas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Smart Tech spécial Vivatech. On est là en plein cœur du plus grand rassemblement de start-up mais aussi de démonstration d'innovation. Alors ça va être un grand show des futures ruptures technologiques, mais ça va être aussi un lieu de réflexion sur des transformations profondes. On va voir des démonstrations qui sont peut-être un peu moins spectaculaires mais qui vont compter pour la société demain. Alors dans ce Smart Tech spécial, on va vous proposer des interviews. Je vais recevoir d'abord une licorne française, mais aussi la star de toutes les startups qui rêvent de s'installer à Paris dans ce grand campus géant qui est Station F. Je reçois donc Roxane Barza aujourd'hui. Et puis on aura les détails, des précisions sur une annonce importante dans le domaine sensible de la santé et de l'exploitation des données. Et puis évidemment, je vais vous emmener dans les allées de ce salon. On va aller découvrir quelques pépites, quelques surprises technologiques dans ce Smart Tech. Bon Smart Tech, c'est parti. On va démarrer avec une interview de l'une d'entre elles, une licorne française qui est valorisée plus de 4 milliards de dollars avec moi en plateau. C'est Marième Dieng. Bonjour Marième, vous êtes la responsable de compte stratégique sur le secteur donc, de l'énergie, du manufacturing, de Dataiku. Licorne française spécialisée dans l'intelligence artificielle. Déjà première question, est-ce qu'on arrive comme ça, comme n'importe quelle start-up sur Vivatech quand on est déjà une licorne? Merci pour cette question. On est très fiers d'être effectivement valorisé à plus de 4 milliards de dollars. On a beaucoup travaillé pour cela. Aujourd'hui, on a l'opportunité et l'honneur d'être hosté sur le stand d'Engie, qui est un partenaire privilégié. Donc vous avez fait le choix finalement de ne pas venir seul, mais plutôt d'être hébergé par un grand groupe avec qui vous menez des projets pour faire de la démonstration, j'imagine, de ce que vous êtes capable d'apporter, c'est ça? Absolument. Engie, c'est un fleuron un fleuron national sur le secteur de l'énergie qui nous a choisi depuis plusieurs années aujourd'hui pour leur volonté de vraiment devenir une data-driven company, de vraiment démocratiser l'IA au sein de l'entreprise. Et on est très honorés aujourd'hui d'être sur leur stand. Parce que ça, c'est vraiment, on en parlait hier dans Smart Tech aussi, c'est vraiment très stratégique la manière dont les grands groupes travaillent l'innovation avec les startups, c'est-à-dire qu'elles permettent aussi de faire grandir tout un nouvel écosystème. Il y a une question qu'on doit poser, j'imagine, à chaque fois à Dataiku, mais je vais la reposer moi-même. Comment est-ce qu'on fait pour devenir une licorne? Est-ce qu'il y a une recette? Alors, je pense qu'il faut avoir la bonne vision. Aujourd'hui, nous, notre vision, c'est vraiment l'IA de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment l'intégration de la data dans l'ensemble des processus métiers de l'entreprise pour les optimiser, les simplifier et être vraiment au quotidien avec les métiers pour qu'ils soient plus innovants et pour qu'ils soient plus efficaces dans leur quotidien. Donc vraiment être en prise en fait avec le réel, avec la réalité. C'est ça qui est intéressant à Vivatech, c'est qu'à la fois c'est un show exceptionnel où on va avoir des trucs fabuleux sur un futur hypothétique, mais on voit aussi des démonstrations de technologies qui transforment véritablement profondément en fait, la société. L'IA, ça en fait partie. C'est pas très spectaculaire à regarder, mais comment vous pouvez nous expliquer quelle transformation ça apporte? Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise décide d'adopter de l'IA? Effectivement, on a souvent l'image de l'IA comme étant quelque chose de très attractif avec des robots, etc. Mais finalement, l'IA d'entreprise, elle est extrêmement concrète. Aujourd'hui, on brasse énormément de données de par nos activités. Si je prends l'exemple d'Engie, on est sur des sujets où les informations vont se cumuler avec notamment tout ce qui est technologie digitale, énergétique, les IoT, les automates au niveau des installations. Ils font quoi ces logiciels un peu plus intelligents que ceux qu'on utilisait avant? Qu'est-ce qu'ils permettent d'apporter? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret de ce que ça change, ce que ça peut apporter? Bien sûr. Si je reste dans le secteur de l'énergie, ouais. Ce qui va être important, par exemple, on va faire beaucoup d'investissements sur des infrastructures
qui vont notamment nous aider dans la baisse des émissions de CO2 ou notamment dans la baisse de notre consommation énergétique. Ces infrastructures-là, on souhaite avoir la maîtrise de leur opération et pouvoir prédire quand est-ce qu'elles risquent de tomber en panne. Typiquement, l'IA joue un rôle très important dans ce cas-là, puisqu'il nous permet de récolter les données nécessaires, d'apprendre de ce qui s'est passé dans les années, plusieurs années auparavant, et de pouvoir croiser un certain nombre de données et de pouvoir prédire quand est-ce qu'une installation risque de tomber en panne. C'est extrêmement important, par exemple pour Engie, mais c'est valable pour l'ensemble des différents secteurs de l'entreprise. Alors ça transforme la maintenance, ça permet d'apporter de la maintenance prédictive. De quelle manière ça transforme les métiers? Est-ce que c'est facilement adopté finalement ces outils d'IA quand ils arrivent dans l'entreprise par les métiers? Alors effectivement, quand on parle d'IA d'entreprise, il y a un volet qui est très important autour de l'acculturation de la data auprès des métiers. Si je suis ingénieur ou si je travaille dans la finance ou dans le service achat, je n'ai pas le même rapport à la data. Et ce qui va être intéressant, c'est comment chaque individu peut tirer parti de l'IA dans sa fonction. Si je prends l'exemple de la finance, c'est un métier qui brasse énormément de données, mais pour autant qui a l'habitude de travailler sur des tableurs comme Excel et qui peuvent passer plusieurs jours sur des processus opérationnels. Et c'est là où, notamment, Dataiku, notre plateforme, va permettre d'accélérer un certain nombre de traitements de la donnée pour pouvoir être plus efficace au quotidien. Donc là, Mariam Dieng, vous me dites, ça y est, Excel, ça fait partie du passé? Alors, pas tout à fait. Je pense que tous, on a des fichiers Excel qui traînent sous nos postes. Mais dans le domaine de l'entreprise, on va avoir des processus qui vont nécessiter de travailler sur des volumes de données extrêmement élevés et de pouvoir aussi avoir la maîtrise de la donnée. Ce qu'on voit historiquement, c'est des personnes qui vont aller récupérer des données par-ci, par-là, les laisser sur leur poste de travail. Et malheureusement, dans le secteur de l'entreprise, ça peut démontrer un risque certain. Et notre plateforme va nous permettre de pouvoir aller chercher la donnée directement à la source et non pas la déplacer et de pouvoir travailler sur des volumes de données qui sont de plus en plus élevés et de rester très performant dans l'analyse de la donnée. Et là, vous nous avez parlé d'exemples de maintenance prédictive dans l'énergie. Dataiku, ça adresse tous les secteurs. Aujourd'hui, cette transformation par l'IA des métiers, elle peut toucher n'importe quelle activité. On est totalement d'accord. La plateforme va s'adresser à n'importe quel secteur. Et donc ça va transformer les métiers, ça va transformer l'emploi. Vous accompagnez aussi les entreprises là-dessus ou là c'est un autre sujet? On accompagne l'ensemble des différents secteurs. On a un peu plus de 500 clients sur l'ensemble des secteurs et de toute taille. Et on va avoir des cas d'usage qui vont être extrêmement diversifiés. J'ai effectivement donné l'exemple de la maintenance prédictive. Au niveau du secteur bancaire, on va avoir des cas d'usage, notamment sur la prévention de la fraude. On va avoir aussi des cas d'usage tout simplement d'efficacité opérationnelle. Donc j'ai noté l'exemple de la finance, mais ça peut être par exemple dans le secteur RH. Comment on peut faire en sorte d'accompagner les collaborateurs pour les former de façon plus efficace par rapport à leur parcours. Et vos clients, ils sont principalement des clients franco-français, européens ou au contraire outre-Atlantique? Ils sont où les bons clients pour l'IA aujourd'hui? Alors on a des clients majoritairement effectivement du CAC 40, mais on a des clients également de toute taille et dans l'ensemble des secteurs géographiques. On en a beaucoup en France parce qu'originellement nous sommes une entreprise française, mais on en a de plus en plus sur l'ensemble du globe, j'ai envie de dire. J'imagine que c'est l'objectif de croissance. Absolument. À l'international. Merci Absolument. beaucoup Mariam Dieng était avec nous dans Smart Tech. Elle est responsable des comptes stratégiques secteur énergie manufacturing pour la licorne française Dataiku. On se retrouve dans Smart Tech avec une autre grande interview Vivatech. Incroyable le salon Vivatech, c'est le grand rassemblement européen des startups, des technologies, de grandes démonstrations et puis des annonces. Les groupes en profitent pour faire des annonces importantes. Et là, on va justement apporter des précisions, des détails sur l'une d'entre elles
C'est DocaPost qui a annoncé l'ouverture d'une grande plateforme et surtout son autorisation par la CNIL, une grande plateforme qui va pouvoir nous faire accélérer dans le domaine de la santé grâce à la gestion de la donnée. On en parle avec Olivier Vallet. Bonjour Olivier. Bonjour Delphine. Vous êtes le PDG de DocaPost, le directeur adjoint de la branche numérique du groupe La Poste en charge du développement du business et des services de confiance numérique. Peut-être déjà pour situer quand même DocaPost, c'est un stand très important ici sur Vivatech. Ça l'est aussi au CES de Las Vegas. DocaPost, c'est quoi comme chiffre d'affaires annuel ? Écoutez, on a terminé l'année à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est dans les 10 premières entreprises françaises classées par l'Association de la confiance numérique. On est en 7e position, parce que ce classement vient de terminer. Donc une très forte croissance, et on a une croissance qui est à peu près 2 fois la croissance du marché dans les dernières années. Ok, donc acteur référent sur la confiance numérique, si on précise un peu, ça veut dire vote électronique, signature électronique. Signature, authentification, coffre-fort, vote électronique, archivage, plateforme de service. Et premier opérateur donc des données de santé en France. Et donc vous m'avez promis des détails sur cette annonce dans le domaine donc très sensible de la santé. Avec cette plateforme, elle s'appelle Agoria Santé, premier consortium d'acteurs privés et publics qui a obtenu l'autorisation de la CNIL en fait, de constituer un entrepôt de données de santé. En quoi ça consiste ? Comment ça va fonctionner ? Alors, on a lancé ce projet en 2019, donc déjà avec trois sociétés, DocaPost, qui est le chef de file, AstraZeneca, qui est un laboratoire que vous connaissez, et Healthpack. Qu'on connaît depuis le vaccin Covid. Exactement, ouais. Health Impact, qui est une société de conseil dans le domaine de la santé. Et on s'est dit qu'on avait besoin de créer un consortium et un entrepôt de données de santé qui serait au service de ce consortium pour les acteurs de la santé. Donc on a créé un entrepôt de données de santé dont l'objectif c'est d'améliorer l'optimisation du traitement de la donnée de santé avec 2 objectifs. Le premier, c'est d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments et puis d'en analyser l'efficacité et bien entendu son remboursement. Et alors vous allez être pour ça, vous allez vous connecter donc on a créé au système national de données. Donc on a créé cet entrepôt de données de santé. De la CPM. Ensuite on a créé donc, ce consortium. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le consortium, ce n'est pas une société. Donc on a vraiment créé quelque chose qui se veut collectif. Donc il y a plein d'acteurs qui vont nous rejoindre. Et pour apporter de la valeur ajoutée à l'entrepôt de données de santé, ça fait 1 an qu'on a déposé un dossier à la CNIL. La CNIL aujourd'hui nous a donné l'autorisation de se connecter à ce qu'on appelle la base SNDS, qui est la plus grosse base de données en France, et je pense pouvoir dire au monde, qui est gérée par la CNAM, avec des données de santé en vie réelle. Autant dire que c'est un trésor de données de santé. Absolument. Envié par tout le monde, donc ce n'est pas une mince affaire que d'en avoir la responsabilité. Il y a quand même d'autres entrepôts de données de santé. Aujourd'hui, je pense à la PHP par exemple. Alors dans le consortium, comme on l'entend, c'est-à-dire multi-acteurs, on est les premiers à avoir cette autorisation qui est donnée par la CNIL. C'est plus d'1 an de travail puisque pour qu'on puisse appareiller à la fois les données de santé qui sont dans cette base de données gérée par la CNAM et notre entrepôt de données de santé, vous doutez bien qu'il a fallu les rassurer sur la dimension sécurité, sur la gouvernance. On a créé un comité scientifique et éthique avec 11 membres qui vont vraiment s'assurer que tout ça est fait à l'état de l'art. Et notre ambition, c'est que beaucoup de laboratoires, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques et des gens aussi qui ont des données puissent nous rejoindre dans ce consortium de manière à pouvoir mutualiser l'ensemble de l'infrastructure et des services qu'on va être capable de proposer au service de laboratoire et au service des patients, puisque l'objectif, c'est d'améliorer le traitement thérapeutique. Alors, expliquez-nous comment ça va s'agencer, s'organiser avec le Health Data Hub, donc qui est un hub national, on va dire, qui doit justement servir à rassembler les données, les mettre à la disposition de la recherche. Un projet un petit peu à l'arrêt en ce moment, mais enfin qui n'est pas totalement supprimé. Alors Agoria, c'est un projet qui est complémentaire avec le Health Data Hub qui se tourne plus vers la sphère privée, donc les laboratoires de santé. Pour vous donner des exemples, un laboratoire qui veut mettre un nouveau médicament, par exemple AstraZeneca va faire des tests sur les maladies rénales, sur le cancer. Ils définissent une cohorte de patients avec des données donc en vie réelle qui sont bien sûr anonymisées avec le consentement des patients. On va pouvoir transmettre ces informations à la CNAM qui elle-même va pouvoir identifier une cohorte de patients similaires qu'on va exporter dans notre entrepôt de données de santé. Et donc on aura beaucoup plus de data
pour pouvoir analyser l'efficacité du médicament qui pourrait être mis sur le Et marché. vous dites et son complémentaire, ça remboursement. pourrait se substituer au Health Data Hub, dont c'était aussi la vocation. Non, je pense que c'est vraiment complémentaire parce que le Health Data Hub, il a plus une vocation tournée vers le secteur public et toutes les données qui sont dans le Health Data Hub sont mutualisées et pour partagées l'instant, avec l'ensemble des acteurs. Ils n'ont pas accès au trésor auquel vous avez eu accès, Alors, ils n'ont pas eu accès au trésor pour une raison que vous connaissez bien, Ouais. qui est que d'hébergement souverain. tout ça est hébergé donc en France, dans les data centers de DocaPost, par nos propres équipes. Et donc c'est ce qui a fait aujourd'hui en effet la différence, puisqu'il y a des normes de sécurité extrêmement importantes. Et la différence aussi, c'est que bien entendu, tout ce qui va être fait par les laboratoires pharmaceutiques appartient aux laboratoires pharmaceutiques. Les données leur appartiennent, le traitement leur appartient, et on va mutualiser plutôt l'infrastructure et les outils qu'on va mettre à la disposition de ces laboratoires. Et les laboratoires, quand ils nous rejoignent, on leur demande une cotisation qui est assez faible, et ils vont rentrer dans le comité de pilotage pour pouvoir gouverner avec nous. Donc c'est vraiment un projet collectif où on va partager l'information ensemble. Et tout type d'acteur peut rentrer dans ce consortium ou accéder aux données mises en place ou mises à non. disposition par la plateforme. C'est quoi le barrage à l'entrée Non, finalement? alors le barrage à l'entrée, c'est déjà que ce soit bien sûr des laboratoires et qui partagent aujourd'hui le cadre éthique et responsable qu'on a défini. Et bien entendu, après, c'est eux vont apporter des projets en disant moi j'ai un projet pour tel médicament, on va le définir avec eux, c'est eux-mêmes qui vont apporter des données de santé et nous on va fournir toute l'infrastructure et tous les outils qui vont permettre d'accélérer cette analyse avec des données de santé en vie réelle. Mais ça peut être des acteurs étrangers, pas forcément uniquement français. De toute façon, les laboratoires pharmaceutiques sont déjà tous internationaux, ça vous a pas... Et ça pose pas un problème de souveraineté, justement? Non, puisque le cadre aujourd'hui d'Agoria est vraiment un cadre qui correspond au marché français, à la législation française. Et bien sûr, on est HDS puisque c'est le minimum pour Hébergeur de données de santé. héberger de données de santé en France. Voilà, donc ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'on s'est vraiment inscrit dans un projet collectif. C'est assez original, puisque l'objectif de ce consortium n'est pas de gagner de l'argent. L'objectif, c'est qu'on puisse mutualiser les coûts. Et plus il y aura d'acteurs qui vont nous rejoindre, moins ça coûtera cher. Et plus on pourra accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments, qui est quand même une finalité qu'on a tous pour chacun d'entre nous. Donc la plateforme a démarré sa construction technologique il y a à peu près 1 an, c'est ça? Un peu plus d'1 an, elle est finie. On l'a testée avant, puisqu'on a tenu vraiment à ce qu'elle soit opérationnelle. On s'appuie sur une société qui s'appelle Adobis, qui est à Grenoble, qui a développé un logiciel qui permet de chaîner toutes ces données de santé. On a d'ailleurs pris une participation importante dans cette société, puisque c'est un outil qui est structurant dans le projet. Donc entreprise grenobloise. Donc voilà, que des Donc on a acteurs vraiment un projet souverains, technologique franco-français, où on peut être fier, je pense, d'avoir un vrai C'est savoir-faire super. en France. Merci beaucoup Olivier Vallet, donc PDG de Merci à DocaPost vous. et directeur adjoint de la branche numérique du groupe La Poste. Merci pour toutes ces explications. Smartech continue en direct de Vivatech avec une autre interview star. Alors s'il y a un lieu prisé par les start-upers à Paris et même en France et même peut-être en Europe, je peux dire, il s'appelle Station F et je reçois dans Smartech Rossane Barza, qui est la directrice donc, de Station F, ce gigantesque campus de start-up qui a été créé par Xavier Niel sur le site de la Halle Fraissinet à Paris. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se joue ici pour vous, Station F, là, à Vivatech? À Vivatech, c'est un peu aussi emblématique de la tech en Europe et dans le monde d'ailleurs. Et on retrouve beaucoup de nos partenaires et beaucoup de nos startups à la conférence. Et pour les startups, c'est quoi l'enjeu véritablement? Là, toutes les startups qui sont à Station F et qui sont installées ou sur des stands de grands groupes ou toutes seules sur le salon? C'est développement commercial, visibilité, rencontres. C'est networking pur et dur, je pense. Et c'est efficace? Très efficace. Sur Très les salons, efficace. ça On a fonctionne croisé- vraiment? Ouais. Oui, on a croisé plusieurs de nos startups avant d'arriver là. Et il y en a qui nous disent, en fait, on a des discussions intéressantes en cours, on a rencontré des clients potentiels, des partenaires potentiels, et on a pu même montrer notre produit à juste des personnes qui étaient curieuses et de passage. Et vous les coachez avant de les lancer comme ça sur un salon aussi important? Oui, les différents programmes vont les coacher. Ils ont parfois des coachings ou même des mentors qui les préparent. Enfin, c'est énormément de préparation aussi pour bien partager ce qu'ils font, présenter, rencontrer les bonnes personnes, parce qu'ici, on peut perdre 3 jours aussi facilement. Ouais. Alors quel est votre programme à vous sur Vivatech? Qu'est-ce que vous avez décidé d'aller voir?
En fait, on est allé voir quasiment tous les partenaires à Station F, donc c'est la Il y en a moitié combien ou je ne sais plus, peut-être une dizaine Ok. des gros acteurs qui sont là. LVMH par exemple juste à côté de nous, il y avait Binance, il y a Meta, il y en a plusieurs. Et après on est allé voir aussi les startups sur les stands. Évidemment on ne peut pas voir toutes les startups qui sont là et tout le monde n'a pas forcément une présence physique, Oui. mais on va essayer d'échanger avec elles et de savoir comment ça se passe. Alors vous avez cité Binance justement, il y a une annonce de partenariat avec Station F, donc c'est un acteur aujourd'hui incontournable on va dire dans le domaine des crypto-monnaies et même on peut dire plus largement du Web3. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Donc en fait, ils font le programme Web3 à Station F, qui était un premier programme physique pour eux mondial, et ça sera lancé dans les prochains jours. Ok, donc il y aura une enveloppe. En fait, on n'a pas encore communiqué sur l'ensemble des ressources, mais je Bon. pense que vu les moyens qu'ils ont, ça va être assez intéressant pour les startups. Donc il y a des startups qui vont pouvoir bénéficier d'un programme d'accompagnement Oui. et de... Des relations privilégiées. et de financement. Ouais, et tout ce qu'ils peuvent mettre à disposition. Ok, donc on ne peut pas en savoir beaucoup plus, mais quand même c'est intéressant. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous faites-vous, Roxane Varza, pour réussir à attirer des acteurs aussi importants en France, à Paris, à Station F? Je pense que Station F, avec tous les différents partenaires qu'on a, avec toutes les startups qu'on a, on commence à attirer, j'ai pas envie de dire naturellement, mais je pense qu'on est un peu... les gens commencent avec Station F quand ils veulent regarder ce qui se passe en France et en Europe, un peu naturellement. Je pense que c'est un peu lié à notre taille. Et puis aussi à la qualité des partenaires, la qualité des acteurs qu'on a déjà sur place. Donc souvent, les acteurs vont voir qui on a autour de nous. Et nous, on va les choisir en fonction des différentes thématiques. Donc Web3, comme c'était un des sujets clés de ce moment, c'est un peu naturel d'aller chercher un des acteurs les plus crédibles sur le sujet. Ce que vous me dites, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'aller les chercher vous-même. Ces acteurs, ils viennent directement. Il y en a beaucoup qui Mais ça, c'est viennent. vraiment très nouveau quand même, non, pour la France. Ça, c'est assez nouveau pour la France, c'est vrai, c'est vrai. Et il n'y a pas d'obstacle aujourd'hui, justement, à organiser ce type de deal avec des acteurs Il n'y étrangers? a pas vraiment C'est d'obstacle, pas- à part le fait que nous, on va vraiment faire un effort pour sélectionner les acteurs les plus crédibles dans leur domaine et dans leur sujet. Et parfois, on a plusieurs acteurs qui veulent se positionner sur le même sujet. Et là, il va falloir faire un choix. Donc, c'est ça qui peut parfois être un peu difficile. Pour vous, Roxane, est-ce que c'est le Web3 la vraie prochaine grande rupture technologique? Tout le monde en parle, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du Web3 aussi. Je pense qu'on a À tendance à quoi vous oublier. pensez alors? Je pense qu'il y a encore énormément de choses super intéressantes dans la santé, par exemple. On a lancé un programme Femtech en fin d'année. On vient d'accueillir la deuxième batch du programme chez nous. C'est un secteur que j'adore, qui explose, qui est encore sous-financé. Donc là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. C'est un secteur que j'adore. Moi, j'adore aussi le B2B SaaS. Je sais que c'est un peu has-been. Personne n'en parle maintenant avec tout ce qui se passe dans le Web3. Mais on reste encore un marché C'est leader. hyper stratégique, bien sûr. C'est hyper stratégique et il y a encore tellement de choses qui se font. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter parce que le Web3 vient d'arriver en France. C'est les 5 ans, je crois, de Station F, c'est ça? Oui. Là, ce mois-ci, en Ce juin, mois-ci, à la fin du mois. vous allez avoir un événement particulier. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer? Oui, donc en fait, on fait surtout un événement pour la communauté Station F et tous les acteurs qui nous ont soutenus depuis le premier jour. Donc on prépare un événement à la fin du mois, un gros événement. Et ce sera à Station F. Ça sera à Station F. Là, sur absolument. Vivatech, il n'y aura Non, il n'y a pas de... rien de spécifique. Vous n'avez pas de représentation en soi de Station F ici? Pas physique, non. Combien de startups de Station F Je sont ne pourrais ici? pas dire, mais on envoie beaucoup de nos startups à Vivatech. Au moins, je pense, la moitié. Et vous les accompagnez aussi sur le financement pour la présence ici? Ou elles doivent Non, se débrouiller? non, nous, on ne va pas financer leur présence ici. Souvent, les partenaires peuvent le faire et le font. Et sinon, on discute pour avoir des offres assez intéressantes pour leur présence ici aussi, pour que ça ne soit pas aussi élevé comme prix. Bon, alors quand Roxane Varza se promène dans les allées de Vivatech, j'imagine qu'elle est très interpellée. Il y a énormément de startups qui doivent rêver de venir s'installer à Station F. C'est quoi la clé d'entrée? C'est de postuler pour un programme et d'être sélectionné. Et souvent, ça commence avec un prototype, une équipe à temps plein et quelques clients, quelques testeurs, quelques chiffres. Donc pas de recette miracle à nous transmettre là. Malheureusement. Et il non. reste des places régulièrement? Il reste des places, il y a une rotation pour chaque programme, donc il y a 30 programmes et chaque programme va faire une rotation chaque année. Donc il y a toujours des places qui s'ouvrent, il y a toujours un programme qui est en train de chercher des nouvelles startups. Donc j'encourage les gens à postuler, à regarder. Et là aussi, c'est pas vous qui allez chercher les prochaines pépites aujourd'hui, c'est plutôt elles qui viennent.
C'est plutôt elles qui viennent, mais on va aussi chercher parce que pour vérifier qu'on a vraiment les meilleurs, parfois il faut aller les contacter et les inviter à postuler pour les différents programmes. Donc ça aussi. va faire partie de votre programme En effet. aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup Roxane Varza. Je Merci. sais que vous devez nous quitter pour aller sur Stage 2, une conférence. Merci beaucoup Roxane Varza, directrice de Station F. On est toujours dans Smartech, mais moi je vais vous emmener un peu dans les allées, les contre-allées, visiter un peu ces stands. Alors là, on est sur le stand de Tactile Haptic et je suis avec son fondateur, Philippe Royer. Bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir Smartech. On voulait parler de votre dispositif. Alors là, on n'a pas une vision complète de ce que c'est, mais ça fait partie du dispositif. Votre travail, c'est la transmission d'émotions, de sons, de musique à travers la peau, une peau augmentée par la technologie. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Voilà, peut-être on va reprendre un tout petit peu, c'est exactement ce que vous avez dit, mais dans un sens un tout petit peu différent, dans le sens où c'est effectivement le toucher et le son et la relation qui vont aller contrôler effectivement du coup un média et du numérique. Mais le toucher a énormément d'importance puisque c'est lui qui va permettre d'entendre le son, qui va être une tierce réalité entre nous, et que l'on va contrôler selon notre contact, la nature de notre contact, c'est-à-dire où on se touche, comment on se touche, même avec la main, la pression, éventuellement la température ou la conductivité. Et donc et là, on n'est pas sur une démarche d'accompagnement ou d'aide à un handicap ou de réflexion technologique, on est vraiment sur une expérience émotionnelle. Alors, justement, effectivement, cette expérience, elle peut être vécue par tout un chacun, puisqu'on est tous en rapport au monde, en rapport aux autres. Mais il se trouve que la possibilité qui est donnée par cette technologie d'expression et de réduire en fin de compte la douleur psychique et physique des personnes me semblait une priorité, même si j'aurais pu l'adresser au tout public. Mais du coup, c'est pourquoi je me suis engagé spécifiquement dans le champ médico-social et le champ du grand handicap, du polyhandicap, de l'autisme, des personnes cérébro-lésées, pour leur permettre de s'extraire d'un quotidien qui est souvent douloureux et de réapprendre à vivre, se reconnecter avec le monde. Alors parce que le toucher, ça, ils peuvent y accéder. Déjà, ils peuvent réussir à transmettre des émotions à travers le toucher. Qu'est-ce qu'apporte en plus cette peau augmentée finalement ? Si vous voulez, c'est cette possibilité qui est donnée d'avoir un autre contact. Parce que pour vous dire clairement, les personnes accompagnées, qu'elles soient en EHPAD ou dans les structures médico-sociales, le toucher, elles le subissent majoritairement dans les soins. Ouais. On est dans des gestes très techniques et très peu de place est laissée à l'affection et à l'émotion. À travers le toucher, on va effectivement aller mobiliser au-delà de notre outil qui nous permet de nous connecter au monde, la préhension, la locomotion bien sûr. C'est aussi un outil de lien social sans oublier la sexualité. Donc on vient avec le toucher questionner toutes ces relations. Après, en fonction des objectifs, on peut être plus dans des objectifs de mobilisation, mais sinon, la dimension relationnelle et interpersonnelle est très importante. Parce que vous avez un parcours dans le secteur de la culture, de longues années. Et donc là, c'est une approche artistique, culturelle, sociale. Exactement. Et alors, vous allez nous expliquer maintenant comment ça fonctionne très concrètement. Ok. Donc je peux peut-être répondre juste sur cette dimension. Moi, c'était un constat, mais allez-y. Oui, c'est un constat, mais vous avez raison. Mais je crois que la problématique du partage de l'émotion, par rapport à ce qu'est, en tout cas, est la réalité du secteur culturel, qui est un secteur qui est quand même assez fermé en quelque sorte, et du lien qu'on peut avoir avec la société. Mon investissement dans un art social m'a poussé à m'engager dans l'espace sociétal et sortir du cadre muséal ou du cadre du théâtre. Et en ayant recours donc à la technologie, alors c'est là où on va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. Comment fonctionne ce dispositif ? Alors, il faut être en contact avec des électrodes dermiques qui sont sous forme aujourd'hui de tissus conducteurs. D'accord. Donc ici, on a en fait comme des plaques de cuivre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. C'est du tissu. Ça peut être corrélé, du moins décliné sur diverses dimensions pour pouvoir s'engager, si c'est un grand tapis, s'engager seul sur un espace. Là, en l'occurrence, ça va nous permettre
à partir du moment où on sera connecté au dispositif, donc ça pourrait être sous nos pieds, imaginez un paillasson, vous mettez le pied dessus sur la première électrode, moi je mets le pied sur la deuxième, comme ça on aura les mains libres pour entrer en relation D'accord. et pour jouer. Si c'est un grand tapis, on peut s'allonger dessus et Mais faire la de la musique connexion pareil. dont vous parlez, elle est aussi simple que le toucher. Elle est par la peau effectivement et par le toucher. D'accord. Et une fois qu'on est connecté, avec le reste de notre corps, on va pouvoir engager une relation qui sera jugée par cette tierce réalité qu'on va mettre en œuvre et qui nous permettra effectivement d'explorer un média, quel qu'il soit, chargé au niveau de l'outil et des matériaux, de musique, de son abstrait, de son d'environnement essentiellement. et de J'ai musique. besoin de rien d'autre comme artifice Non, que ce conducteur exactement. de cuivre. Et ensuite, en se touchant mutuellement, Voilà. on va pouvoir créer un univers On va créer une auditif. relation tous les deux, on va essayer de trouver un point d'accordage par rapport à ce qu'on est en train de gérer. Moi dans l'écoute de votre corps, vous dans l'écoute du mien et dans l'écoute de ce qu'on est en train de produire. Mais alors, Donc comment on est ça dans un fonctionne travail. Comment ça fonctionne? Parce que si j'ai juste besoin de poser ma main ici, de vous toucher pour créer un univers musical, comment ça fonctionne? Et bien justement, ça Parce que là, permet. cette plaque, elle est reliée à quelque chose? Elle est reliée effectivement au soft, à D'accord. un programme, Ok. et reliée à une enceinte. D'habitude, je travaille avec une enceinte, en salon, c'est pas possible. Donc on va mettre un casque pour entendre ce qu'on fait, parce que là, il y a beaucoup de perturbations. On a besoin de se concentrer par rapport à nos sens, et on va être dans une relation qui va être, bien sûr, interpersonnelle, autant visuelle que tactile et que auditive avec ce son. Mais donc, le secret, c'est le logiciel, finalement. Le secret, c'est l'arrangement, en fin de compte, d'un hardware, d'un dispositif, d'un logiciel associé, avec les caractéristiques de notre toucher, et donc des méthodes corporelles pour permettre cet engagement. Et tout a été construit pour que la relation soit tout à fait respectable et respectueuse de l'autre, pour qu'effectivement on soit dans le bien-être et dans le confort. Et l'idée, c'est pas d'introduire la violence, c'est au contraire d'introduire la délicatesse. Alors, je propose, comme on est effectivement sur le salon, c'est très bruyant, on ne va pas l'entendre. On va passer à la démonstration. Donc, je chausse le casque, je me connecte. Et alors là, c'est en se touchant qu'on déclenche ces sons. Et donc, on peut créer tout type de musique comme ça à partir de nos mouvements. Alors il y a une centaine de propositions qui vous seront offertes, qui vont de son environnement, des sons abstraits, de la musique ethnique, de variété classique, de la musique actuelle. Et là, vous travaillez aujourd'hui avec les hôpitaux, Alors, il y a je travaille- des premières applications aujourd'hui. Alors les applications aujourd'hui sont des applications de relationnel dans l'espace médico-social, les foyers d'accueil médicalisés et les maisons d'accueil spécialisées pour des publics très lourdement handicapés résidant dans ces espaces. Et j'imagine que là, sur Vivatech, donc, ce que vous cherchez, eh bien, c'est de pouvoir vous adosser à des institutions plus importantes. Voilà, je pense qu'il y a un intérêt, si vous voulez, à avoir des projets à dimension humaine et sociale ou humaniste. Et puis après, moi, mon intérêt, c'est effectivement de rencontrer ou des investisseurs ou des partenaires qui seraient prêts à participer au développement de cette solution. Merci beaucoup. Donc Philippe Royer, Tactile Haptique. Voilà un projet qui montre comme le numérique peut être vraiment au service de l'humain. Merci beaucoup. Alors, sur Vivatech, on n'a pas pu échapper à ce stand Stage 11, start-up française, qui va nous permettre de découvrir de nouvelles expériences musicales. Absolument. Écoutez, on a 18 mois d'existence maintenant et notre mission, c'est de réimaginer la musique avec ces nouveaux outils incroyables que sont les outils du métavers. Pour nous, ce qui change fondamentalement, c'est le fait que maintenant, en tant que fan, spectateur, je ne vais pas être juste passif, mais je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de l'univers créatif de l'artiste dont je suis fan. Et littéralement, être au milieu de l'histoire avec lui et mes amis. Alors vous êtes le fondateur, Jonathan Oui, Bellolo, exactement. vous êtes le fondateur de Stage 11. Au départ, c'est quoi l'idée? Vous avez discuté avec des artistes, parce qu'il y a pas mal d'artistes de renommée
qui vous suivent sur ce projet. Vous avez parlé avec eux sur comment on travaille sur ce numérique où il se passe plein de choses en ce moment? Oui, la collaboration avec les artistes était essentielle dès le début. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est l'aspect créatif. Et donc voilà, il y avait ces nouveaux outils qui étaient en train d'arriver depuis des années. Et en 2020, avec le premier confinement, il y a eu un alignement des étoiles et on s'est dit avec mes amis, waouh, il est temps d'y aller, il est temps de travailler avec ces nouveaux outils et d'essayer de créer des nouveaux formats. Mais c'est aller plus loin que de se dire on va organiser un concert dans Fortnite par exemple? Oui, absolument, parce que en fait, Fortnite est une inspiration très forte, ce qui a été fait avec Travis Scott en particulier, avec Ariana Grande. Et on a vu que ça marche, ça a eu un succès incroyable. C'est ce qui m'a vraiment fasciné, moi, parce que ça fait longtemps que je suis dans l'industrie musicale et j'ai toujours voulu rêver à ce genre de fusion entre les jeux vidéo et la musique. Et ce qui m'a frappé avec cet événement-là, c'est que je me suis dit, waouh, enfin c'est maintenant. Les jeunes adorent ça et les moins jeunes aussi. Et donc le marché était mature. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce que vous voulez proposer d'ailleurs de plus, de différent qu'un concert dans un jeu vidéo? Écoutez, ce sont les mêmes principes. Je suis aux commandes de mon avatar, je peux rentrer dans le monde incroyable des artistes dont je suis fan. Et ce qu'on va apporter plus, c'est qu'on va pousser l'exercice le plus loin possible. Au lieu de durer 6 à 7 minutes ou 8 minutes, on va créer des histoires sur 50 minutes, 1 heure, voire plus. Alors, on va explorer des formats qui sont comme un album préenregistré, mais avec une production incroyable pour raconter l'histoire musicale. Et on va aussi explorer des formats plus live qui font penser un peu au concert. Et alors, je disais qu'il y avait des artistes de renommée qui vous suivaient. Est-ce qu'on va en voir défiler ici à Vivatech? Cette année, Snoop malheureusement, Dogg, non. Vous pourrez voir leur version avatar. Alors justement, parce que là, il y a une découverte. On a le premier avatar, on va aller le voir. Absolument. Le premier avatar de David Guetta. On a la chance et l'honneur de travailler avec David Guetta sur notre première grande expérience Metaverse. Ça va s'appeler la David Guetta Experience. Et avec David, on a pu inviter certains des artistes qui ont jalonné sa carrière, comme Snoop Dogg, comme Akon, comme Neo. Et aujourd'hui, on dévoile pour la première fois un début de travail sur l'avatar de David, qui n'est pas encore terminé. Il l'a vu, il en est content? Oui. Okay. Toujours des petits changements, mais pour la version finale, ça sera parfait. D'accord. Et on ne le verra pas passer en vrai dans Vivatech Pas cette année. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement, la première expérience musicale, immersive, interactive qu'on va pouvoir vivre avec Stage 11? Ça va se passer quand? Est-ce qu'on se projette là dans 6 mois un an? Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On est vraiment excités de pouvoir dévoiler ça progressivement pendant l'été. Vous allez pouvoir avoir une démo jouable de 15 minutes en septembre. Et au fur et à mesure, on fera des mises à jour. La version complète, on pense, arrivera en mars 2023. Et ce sera avec quel artiste alors? Donc il y aura David, il y aura Akon, il y aura Neo, il y aura Snoop Dogg et on va faire d'autres belles annonces pendant l'été. Et donc en 2 mots, c'est inspiré de plein de films et de séries de science-fiction qu'on aime bien et en gros l'idée c'est d'aller sauver le monde, sauver le Metaverse et sauver le monde avec David. Voilà. Rien que ça. En toute simplicité. En toute simplicité. On aura le droit quand même à des extraits musicaux autour de tout ça. Oui, bien sûr, c'est un mix exclusif. C'est pas juste un jeu. Non, c'est un mix exclusif de 50 minutes. C'est une expérience sociale. Vous allez avec vos amis, ça se joue à 4 et plus. Et il y a une histoire, et il y a de la musique non-stop, et il y a du jeu. C'est un format, on essaye de tout mixer. Ok. Ça nécessite aucun équipement particulier? Si, bien sûr. Alors, il va vous falloir un PC de gamer ou alors une console de jeu. Et on travaille aussi sur des versions qui utilisent le cloud gaming, que vous pourrez utiliser sur n'importe quel écran, tablette, navigateur, dans les pays qui l'offrent, dont la France par exemple. Ça veut dire que c'est une des conditions de la réussite de Stage 11, c'est quand même l'équipement des foyers, les connexions. Absolument. On pense qu'à terme, sur 3, 4, 5 ans, tout le monde aura accès, enfin une grande partie des gens auront accès à ce genre d'équipement. Les coûts vont baisser. Et donc pour nous, la clé du succès à court terme, c'est pas vraiment ça, ça va être l'excitation des fans. Est-ce qu'il y a un public qui répond? Est-ce que les yeux se brillent? Est-ce que l'imagination s'ouvre? Et alors, est-ce que c'est les fans qui vont payer? Parce que j'imagine que c'est un investissement aussi conséquent de créer tous ces univers. Alors qui finance? Comment ça se passe? C'est pour ça qu'on a levé des fonds. Ouais. Et aussi, évidemment, on a plusieurs business models en cours de test. Il y aura des versions payantes pour les ultra fans. Et il y a pour les fans qui sont curieux et qui veulent bien participer, il y aura des versions gratuites, mais peut-être un peu différentes, ou peut-être un peu plus tard. D'accord. Et pour les artistes, il y a une rémunération qui est prévue? Bien sûr.
Ça, c'est quand même croit le gros beaucoup- sujet Ah non, mais c'est clé. dans le Et, numérique. moi, en tant que producteur indépendant dans la musique, j'ai Ouais. toujours fait très attention à ça. Ouais. Et donc, on est sur un mode de coproduction avec les artistes. De Coproduction avec les artistes. Ils font Coproduction. vraiment, on est partenaires ensemble, et dans l'expérience, et Donc même il plus n'y largement a dans plus stage event. d'intermédiaires. Disons que l'idée, ça va être de réduire la liste des intermédiaires au maximum et de garder que ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée. Et comment ils voient ça alors, les spécialistes, les maisons de disques Mais tout l'écosystème. les maisons de disques sont justement un intermédiaire qui apporte beaucoup de valeur dans certains Ah, donc cas. eux, ils resteront dans la boucle. Bien sûr. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Donc Avec on était plaisir, merci sur le de- stand de merci de Stage passer. 11 avec une annonce, donc le premier avatar de David Guetta et les premiers concerts vraiment immersifs à partir du mois de septembre. Merci à tous. C'était Smartech en direct de Vivatech. On se retrouve dès demain. L'aventure continue ici. Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.